Hello, bienvenue dans ce podcast Conscience et Transcendance. Et je suis Sarah Amonou. Je propose un accompagnement holistique et humaniste. Donc si nos énergies vibrent, allez voir dans le site internet en description pour connecter encore plus à mon énergie et voir ce que je peux vous proposer, ce que je peux vous apporter. Voilà, ceci étant dit, évidemment, je n'ai absolument rien préparé, donc je compte sur ce qui se présente ici et maintenant. Et là, en fait, le sujet qui vient habiter mon espace et qui gravite autour de moi depuis quelques jours, c'est celui de la dépendance affective. Et c'est intéressant de voir les jeux énergétiques et d'être conscient de la relation dans tous les espaces, à tous les niveaux. Ce que je veux dire, c'est que être dépendant, c'est pas juste avoir envie d'être tout le temps avec l'autre, c'est qu'énergétiquement parlant, il se passe des choses en fait qui vont amplifier cette dépendance, qui vont nourrir cette dépendance. Et c'est important de prendre conscience aussi bien de ces schémas relationnels que de ce qui se passe en fait dans le subtil, de ce qui n'est pas tangible, de ce qui n'est pas visible. La dépendance affective, comment est-ce que je pourrais traduire ça en mots? Parce que j'ai vraiment l'énergie qui se présente, mais qui demande d'être traduite en mots. Mais il y a vraiment ce besoin de fusionner avec l'autre, en fait. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard. Je ferai un autre podcast à ce sujet de la séparation, dont la séparation initiale n'est pas celle avec la mère, mais avec la source. Parce que sur Terre, évidemment, ce que je dis, je ne l'impose pas comme une vérité, je vous propose une vérité parmi des vérités. Donc c'est vraiment, prenez ce qui résonne, ressentez, non pas avec l'espace du mental, mais avec votre cœur, avec votre corps, si ça vibre pour vous, même si, juste comme ça n'a aucun sens. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe, en fait, parce qu'il y a aussi des infusions énergétiques dans ce que je dis, vraiment, j'y mets une certaine énergie pour connecter à d'autres niveaux. Donc voilà, juste laissez-vous, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Donc la dépendance affective, c'est beaucoup dans le désir de fusionner avec l'autre, et du coup c'est comme si l'autre devenait une moitié de soi, et que sans l'autre, en fait, on n'était pas complet. Et pour moi, ça fait écho à la première séparation avec la source, l'univers, Dieu, la mère originelle. On y met les mots qu'on ressent être le plus juste pour soi. Et c'est vraiment ça qui ressort, en fait. C'est la séparation originelle. Voilà, c'est vraiment le terme. La séparation originelle avec la source. On la revit une deuxième fois avec la mère, donc à la naissance. Quand on ne faisait qu'un, on devient deux. Et donc c'est vraiment cette envie de fusionner et de reconnecter à cet état d'unité que certains psychologues, psychanalystes peuvent appeler la nostalgie du paradis perdu. Et on est vraiment dans cette recherche de l'unité, dans cette recherche de la fusion, dans cette recherche de l'universalité. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre conscience que quand on était enfant, on a eu besoin de nos parents, en fait. Et si nos parents nous abandonnaient lorsqu'on était enfant, finalement, il y avait un risque de mourir, en fait. Donc, ce sont des blessures qui se créent, telles que la blessure d'abandon, mais toutes les autres blessures, parce qu'on risque quelque chose de grave. Et en fait, on grandit avec cette blessure de l'abandon, sauf qu'à un moment donné, on devient adulte, et si on est abandonné par quelqu'un, il n'y a plus de risque de mourir. Clairement, on n'en meurt pas. Enfant, on peut arrêter d'être nourri affectivement et de manière alimentaire. Donc oui, il y a un risque. Encore une fois, c'est l'interprétation de l'enfant. Et on grandit, on devient adulte, et on garde cette interprétation de l'enfant, comme si notre vie en dépendait. Donc d'un abandon, on a l'impression qu'on va en mourir, qu'on ne va jamais survivre à ça. Voilà ce qui se présente. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour s'apporter sa sécurité affective? Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me nourrir moi-même? Alors déjà, ça demande d'être conscient de tout ce que j'attends et de tout ce que je projette de l'autre, comme un enfant
projette sur ses parents toutes ses attentes et toutes ses demandes de répondre à ses besoins. Donc c'est vraiment, dès que je suis en relation, je me mets dans le modèle relationnel de l'enfant et du parent. Mais très souvent, c'est dans les deux sens. Hein. C'est pas pour... En fait, je dis pas ça dans une forme de jugement ou de dire c'est bien ou c'est mal. Enfin, c'est vraiment... Moi, je suis vraiment pas dans cette zone-là, mais vraiment pour voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'une vérité, quelle qu'elle soit, aussi petite soit-elle, elle libère toujours, parce que la vérité, c'est la vérité. La vérité de ce qui est. Très souvent, on a tendance à fermer les yeux sur beaucoup de petites choses, mais dès qu'on ose les voir et qu'on arrête le jugement de c'est bien, c'est mal, c'est trop, c'est pas assez, en fait, les choses s'unifient, parce que la vérité libère, la vérité unifie. Et donc, je réceptionne au compte-gouttes les informations, donc en même temps, je suis très souvent en canalisation, donc voilà, ça prend le temps que ça prend. Et du coup, alors oui, le but en fait, c'est d'être conscient de ce qui se joue, et plus j'observe ce que je fais, ce que je vis, et plus je reprends finalement les rênes de ma vie. Je ne subis plus un schéma qui est inconscient, que je rejoue en permanence, mais je suis observateur de ce schéma. À partir du moment où je peux l'observer, où je mets la conscience dessus, je peux changer les choses. Donc ça demande pas... Vous savez, très souvent... alors moi, la dépendance affective, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc c'est vraiment... J'ai un peu toutes les étapes du processus, en tout cas pour devenir... indépendant. En fait, je vais vous parler un peu plus de manière privée et intime, mais toutes les choses, aller dans ses profondeurs, aller voir ses ombres, en fait, je le fais pour moi, je le fais chez moi. C'est vraiment un travail que je fais très en profondeur. Et c'est mon âme qui me le demande, c'est pas juste comme ça, c'est vraiment ce que je suis venue ici vivre, en fait. Et tout ce que j'arrive à transmuter et à pacifier, finalement, je le mets à disposition des personnes. Parce que c'est tellement... En fait, je trouve que c'est vraiment porteur quand une personne a vécu des choses similaires ou des événements un peu traumatisants de l'enfance. Et c'est vraiment... Il y a une réelle écoute, il y a une réelle entente de ce qui est vécu chez l'autre, comme, oui, j'entends ce que tu me dis. Non pas parce que je sais ce que ça fait, parce que là, c'est un espace un peu égotique dans le sens, parce que chaque douleur est très subjective. Enfin, une personne peut être complètement désarçonnée, complètement bouleversée par quelque chose, et une autre va le prendre plutôt de manière légère. Donc c'est vraiment très subjectif. Donc aussi, c'est peut-être un message, je ne sais pas à qui il est adressé, mais ne comparons pas les souffrances. Quand quelqu'un nous raconte quelque chose, c'est pas « Ah, moi aussi j'ai vécu ça, ah, moi aussi... » Vraiment, si on est à l'écoute de ce qu'on vit déjà pour soi, déjà c'est la base, d'être à l'écoute de ce qu'on vit pour soi, pour arrêter d'être dans l'attente que ce soit entendu absolument entièrement par l'autre. Et c'est vraiment ça aussi, ces jeux de dépendance affective, c'est revenir à soi. Ok, j'attends que l'autre me comprenne complètement et me valide complètement dans qui je suis. Mais est-ce que je le fais ça pour moi, de moi à moi en fait ? Parce qu'évidemment, à un moment, j'ai été enfant, à un moment, j'ai eu des parents, et lorsque j'étais enfant, je projetais toutes mes attentes sur mes parents. Et c'est ok, c'est complètement normal, hein, ça fait partie du processus d'évolution pour que l'enfant intègre une structure affective solide. Et encore, bon, il y a beaucoup de comportements parentaux qui peuvent être un peu déviants, mais bon, après, ils sont aussi victimes, entre guillemets, hein, parce qu'ils n'ont pas pris conscience des choses, de leur éducation. Quand je dis victime, c'est jamais quelque chose c'est juste ne pas avoir conscience des choses, en fait. Voilà. Et donc, le but, en fait, c'est de devenir... De soutenir l'enfant en soi, parce qu'on a tous un archétype de l'enfant en nous, et de devenir les parents de cet enfant, en fait. C'est vraiment de... Partout où je sens que je projette quelque chose chez l'autre, en fait, non, je reviens à moi. Et c'est des jeux énergétiques. Et quand je vais chez l'autre, ça me permet de m'observer davantage. Donc, prenez-le comme une chance d'observation plutôt que « Ah non, mais c'est horrible, je suis encore dans la dépendance, c'est horrible ». En fait, plus vous allez résister, plus ça va persister. Prenez-le comme « Ok, en fait, c'est juste des jeux relationnels, des jeux énergétiques
ok, comment je me sens quand c'est comme ça. Devenez observateur de tout ce qui se passe. Et plus vous avez du recul, plus vous êtes dans votre puissance, plus vous êtes dans votre force créatrice. Donc c'est vraiment, plus j'ai le recul sur la situation, plus je m'observe. Vraiment, plus je m'observe, plus je prends conscience des choses et plus je vois une certaine vérité. Encore une fois, la vérité libère. La conscience transcende. Et on est dans ces... évidemment, plusieurs fois, quand on est dans une dépendance affective et qu'on cultive la sécurité affective individuelle, donc de soi à soi, très souvent, il va y avoir on va encore habiter, c'est comme si on habitait chez l'autre en fait, et on attendait que l'autre s'occupe de nous intégralement, comme un enfant l'attend de ses parents. Mais c'est un jeu énergétique, donc c'est pas quelque chose de visible évidemment, mais c'est un jeu énergétique et c'est important d'en prendre conscience, sans se juger, juste en étant dans l'accueil de ce qui est. Ah ouais, là je vois que je suis chez l'autre en fait, énergétiquement je suis chez l'autre, je projette quelque chose de tellement fort que c'est comme si je vivais chez l'autre, et que j'attendais qu'il fasse les choses à ma place, et que j'attendais qu'il prenne les décisions à ma place, et que j'attendais qu'il me choisisse à ma place. Donc là, il y a vraiment cette notion de « je n'attends plus que l'autre me choisisse ». C'est à moi de me choisir, en fait. Qu'il me choisisse pour moi, non, c'est à moi de me choisir. Et le but, en fait, ça va être tout le temps de revenir à soi. De revenir à soi, de revenir à soi. Et même si ça dure 1 mois ou 2 mois, soyez patient avec vous. Vraiment, le mot-clé, c'est la patience, l'accueil de ce qui est, sans jugement, et l'amour. L'amour pour soi, de se dire qu'on est en processus, qu'on est en pleine évolution et laisser le temps au process en fait de se mettre en place. Ce n'est pas en forçant les choses en disant non, je ne veux plus, je ne veux pas de ça que ça fonctionne. C'est vraiment plus j'observe, plus je m'accueille tel que je suis, même dans ma dépendance. J'ai à m'accueillir dans ma dépendance, c'est une partie du processus en fait. Et plus je m'observe, et plus je prends conscience des choses, et en fait, plus les choses se font naturellement. C'est pas quelque chose de mental, c'est pas on se dit « Ah non, ça y est, je ne suis plus dépendante ». Ça ne se fait pas comme ça, c'est qu'il y a un processus qui prend parfois un peu de temps, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois plus, parfois moins, ça dépend des personnes. Notre âme a un dessein, c'est-à-dire qu'elle a un but en fait d'évolution. Et à quel point chaque expérience qu'on vit, chaque relation qu'on vit, qu'elle soit agréable ou désagréable, en fait, nous apporte quelque chose. Elle nous permet d'évoluer en termes de conscience. Donc si on arrête de poser les notions de bien et de mal sur toutes nos relations et sur tout ce qu'on vit, ce ne sont que des expériences qui nous permettent de progresser et d'évoluer si on s'ouvre à leurs enseignements. C'est vraiment à ça qu'il est important, à mon sens, de connecter. Et alors, plus on a accès au schéma relationnel et énergétique qui se joue avec l'autre et avec soi, plus on a d'autres schémas qui peuvent se présenter. En fait, c'est comme si on allait un peu à l'origine de la blessure par des formes de ramifications. Alors, parfois, si tout n'est pas entendu par le mental, une autre partie de soi écoute, donc il n'y a pas forcément besoin d'intellectualiser parce qu'il y a une partie de soi qui entend. Donc, laissez-vous simplement être... voilà. Et donc, dans ces dépendances affectives, quelque part, le but, c'est de fusionner. Mais parce qu'on a, comme la croyance inconsciente, qu'on est une moitié qui cherche une moitié. Alors que nous sommes des êtres complets et entiers. Et finalement, j'aime dire que l'autre est la cerise sur le gâteau, sauf que le gâteau, c'est nous. Donc c'est vraiment, on est un gâteau à part entière, et l'autre, c'est vraiment la cerise. C'est vraiment, viens, on profite ensemble de nos présences, de nos silences, de nos corps, de nos cœurs, mais pas dans une forme de besoin vital de l'autre, en fait. Et à chaque fois qu'on est dans cette dépendance, encore une fois, on ne juge pas l'état de dépendance. C'est juste une vérité du moment. Ça ne veut pas dire que vous êtes la dépendance, ça veut juste dire que peut-être maintenant, en ce moment, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous l'écoutez pour quelqu'un d'autre, vous vivez une forme de dépendance à l'autre. Et c'est ok. Encore une fois, on est vraiment dans l'accueil. J'insiste là-dessus parce que combien de fois on peut se blâmer, combien de fois on peut s'auto-flageller justement d'être dans cette forme de relation, alors que ça empire les choses parce qu'on n'est pas du tout dans l'accueil de ce qu'on vit en fait. Donc je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à ce que vous vivez
sans jugement. C'est ok, j'en suis là, c'est mon processus, ça va me permettre d'évoluer, je vais prendre conscience de plein de choses et vraiment d'être dans cet espace-là en fait. Voilà. Et à quel point en fait la dépendance, parce que très souvent on expérimente par l'inverse, donc à quel point la dépendance va nous faire connecter à une forme de souveraineté ou de sécurité affective, émotionnelle, intérieure et individuelle en fait. Donc c'est vraiment très très intéressant comme processus. C'est comme un transfert, c'est-à-dire que je transfère chez l'autre toutes mes attentes, mes besoins, parce que je le vois comme une figure qui peut répondre à toutes mes demandes. Et le but, ça va être, ok, je suis consciente que je transfère, mais par contre, je me retransfère à moi l'info, je me retransfère à moi les besoins, je me retransfère à moi les attentes. Et ça va être des jeux comme ça que vous allez refaire plusieurs fois. Et plus vous allez être conscient de ces jeux-là, plus ça va s'intégrer en vous, en fait. Donc c'est vraiment, n'ayez pas peur du fait que ça recommence et ne vous dites pas, oh putain, je suis encore dedans, ça me fait vraiment chier. Non, c'est pas le but. Vraiment, soyez dans l'accueil. Ok, ça veut dire que j'ai pas encore tout intégré de ça. Alors plutôt que d'être dans la fermeture en me disant non, je ne veux pas, qu'est-ce que je peux encore voir et accueillir qui me permettrait d'être encore plus dans ma sécurité intérieure? Parce qu'il est vrai que dans une relation de dépendance affective, on a une sécurité qui dépend de l'autre. Du coup, si l'autre disparaît, en fait, il part avec notre sécurité. Donc, est-ce que c'est une sécurité réelle? Non. La sécurité réelle, c'est quand on l'a intégrée à soi. Elle ne dépend plus de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment voilà, à écouter plusieurs fois pour que ça rentre à plusieurs niveaux, on va dire. Et il y a cette notion de revenir à soi. À chaque fois que je vais chez l'autre, énergétiquement, que je me projette chez l'autre, ok, je reviens à moi. Et finalement, la question, c'est qu'est-ce que j'attends de l'autre là? Ok, quel est mon besoin maintenant? Est-ce que j'ai un besoin d'être reconnue? Est-ce que j'ai un besoin d'être comprise, entendue, aimée, câlinée? Et qu'est-ce que je peux m'apporter de moi à moi? Et en fait, c'est reprendre, c'est récupérer, c'est intégrer le fait qu'on puisse répondre à ses propres besoins dans une forme d'autonomie. Et finalement, la relation avec l'autre, en fait, elle devient hyper fluide et hyper légère parce qu'on n'est plus dans cette attente vitale que l'autre nous entende, nous reconnaisse. Évidemment, dans une relation, on a des besoins de communication, on a des besoins... Mais si c'est vital, si c'est indispensable, si c'est obsessionnel, en fait, c'est pas léger pour les deux, en fait. C'est lourd pour les deux. Donc c'est vraiment comment est-ce que moi je peux amener une énergie de légèreté, comment je peux me sentir beaucoup plus légère dans ma relation de couple. Comment est-ce que le couple peut devenir plus léger? Comment est-ce qu'on peut prendre conscience l'un l'autre aussi de nos schémas? Des fois, les deux sont dans une forme de dépendance. Et du coup, ça devient une forme de norme, de normalité. Mais voilà, comment est-ce que je peux être libre, quelque part, émotionnellement, affectivement, même financièrement, parfois. Parfois, c'est des choses qui viennent qui viennent s'entremêler, je le dis, donc ça doit parler à certaines personnes, mais il y a vraiment cette notion de, ok, je suis un être à part entière. Et très souvent, en tant que femme, bon voilà, il y a tout cette... vous savez, les archétypes du couple dans les pays judéo-chrétiens, enfin plus chrétiens d'ailleurs, il y a cette notion de la femme, l'archétype de la femme, c'est Marie. Donc c'est la Vierge qui est dévouée dans le sacrifice un petit peu à l'homme, quelque part, qui est et surtout dans une figure très chaste, très où du coup on prend pas forcément en compte. Alors c'est pas une généralité, mais c'est quelque chose qui est inscrit dans une forme d'inconscient collectif. Et du coup, la femme doit être idéalisée, doit être chaste, doit être... si la femme a trop de désir ou si elle a beaucoup d'envie sexuelle ou quoi, chez certaines personnes, ça passe pas trop parce que on est dans cette vision de la femme qui est idéalisée. Et la version homme, finalement, l'archétype qui correspond à l'homme dans le couple, c'est Jésus. C'est vraiment très inconscient, c'est pas quelque chose dont on a conscience tous les jours ou quoi, c'est vraiment inscrit dans un inconscient, on va dire collectif. Et donc Jésus qui est un sauveur. Donc la femme, l'homme attend que la femme soit dans une certaine perfection, dans une certaine forme de divinité, dans une certaine chasteté même,
Vous savez, il y a des hommes qui n'arrivent pas à assouvir leurs fantasmes avec leur femme, non pas parce qu'elle ne serait pas d'accord, mais parce que c'est impensable pour eux. Ils préfèrent aller voir quelqu'un d'autre, comme si la femme ne pouvait pas représenter à elle seule tous ces aspects-là, alors que on est tous tellement multiples, hein, homme ou femme, il n'y a pas vraiment de distinction à ce niveau-là. Et par rapport à l'homme, donc l'archétype de Jésus, la femme très souvent attend d'être sauvée par l'homme. C'est ce qu'on revoit dans tous nos contes de fées, c'est ce qu'on revoit depuis notre enfance en fait. Et à quel point quand on entre dans une relation en couple, hein, en tant que femme hétérosexuelle par exemple, quand on entre en relation, on a cette notion de l'homme va me sauver quelque part. Et c'est comme si, vous savez, qu'on soit homme ou femme, on est constitué d'un principe masculin et d'un principe féminin. Et c'est comme si dès qu'on entrait en relation avec un homme, en fait, on se délestait de notre propre masculin et on le projetait complètement chez l'autre. Donc l'autre doit nous sauver, l'autre doit être attentif à tous nos besoins, l'autre doit être... À un moment donné, on étouffe dans la relation. On étouffe. Donc c'est vraiment, ok, je garde mon masculin en présence d'un homme en fait. Je garde mon masculin, je ne me sens plus en danger, je suis responsable de ma propre sécurité. Voilà, c'est vraiment être consciente de ces polarités. Et pareil, si ma polarité masculine, elle voyage chez l'autre, en termes d'attente, en termes d'attente d'être sauvée, en termes de, vous savez, tous ces petits scénarios qu'on entend depuis qu'on est petite avec les contes de fées, les films, c'est marrant, je pense aux films de Noël sur M6. Et voilà, et c'est tous ces trucs-là, en fait, qui font que, inconsciemment, on a intégré que un homme, pouvait nous sauver, mais c'est d'une illusion, on ne peut plus fausse. Et c'est vraiment, ok, ouvrir les yeux, en fait, oser ouvrir les yeux, là où j'ai été dans l'illusion pendant des années. Et se dire, waouh, mais à quel point aussi la liberté m'attend derrière. La liberté d'être moi avec l'autre. Ça, parce que très souvent, quand il y a dépendance affective, on ne peut pas être soi-même. Parce qu'on dépend du regard de l'autre, et du coup, il y a une forme de miroir ou de mimétisme des attentes de l'autre. Donc on se contorsionne dans des espaces qui ne nous sont pas, on va dire... qui ne nous apportent pas, qui ne sont pas une contribution pour nous. On est dans des espaces beaucoup trop petits, on est dans des espaces... En fait, on vit la moitié de soi, puisque la moitié de soi réside chez l'autre. Donc c'est vraiment, encore une fois, des jeux énergétiques et des jeux de conscience. C'est pas avec une baguette magique que ça se fait, parce que le but, c'est de prendre conscience des choses, et en prenant conscience des choses, on évolue. Et c'est ça, en fait. C'est pas de... Parce que très souvent, on dit, je veux tel type de relation, je veux cette relation parfaite, je veux cette relation... Mais en fait, encore une fois, on est dans une illusion. La relation, elle n'est pas là pour être parfaite et figée. Elle est là pour apporter du mouvement et pour nous faire prendre conscience de choses par effet de miroir, par effet émotionnel. Pourquoi est-ce que là, ça m'énerve? Et pourtant, il n'y a pas forcément de quoi m'énerver, mais il y a un truc qui est là quand même. Et c'est vraiment prendre conscience des choses. Évidemment, c'est passer du bon temps ensemble. Hein. Évidemment, hein, c'est pas juste se faire la guerre ou être en miroir ou être tout le temps en train de travailler sur soi. Et il y a ça aussi qui vient là, c'est en fait, avec le développement personnel, avec la thérapie, il y a de plus en plus, oui, mais il y a beaucoup de travail encore, comme si la vie était un travail sur soi, en fait. Alors oui, il y a des moments où on est beaucoup plus dans des formes d'introspection, il y a des moments où on est beaucoup plus dans une envie pas une envie, mais qu'on est guidé par notre âme de conscientiser certaines choses, et à la fois, quand on se laisse porter, ça se passe quand même, donc c'est pas dans le contrôle des choses, mais vraiment... Ce que je vous dis, c'est une invitation à vivre la vie. Pour moi, la vie, c'est un chemin. Et parfois, il y a des fleurs qui sont extraordinaires sur le chemin et on ne les voit pas. Et c'est vraiment s'arrêter sur les petits moments qui nous rendent heureux. Ça n'a pas besoin d'être un événement figé dans le temps. C'est plein de petites choses chaque jour qu'on s'empêche de voir parce que non, la vie, ça doit être dur ou je suis sur du travail sur moi. Donc... Non, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller prendre un verre avec des amis? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller marcher dans la nature et d'être dans une gratitude de ce que je vois, d'être dans une forme d'émerveillement de l'enfant? Qu'est-ce qui m'empêche de tout ça, en fait? Parce que si ce n'est la croyance que je dois travailler sur moi, ça doit être dur, ça doit être... À un moment donné, en fait, le travail en soi, moi j'aime bien le travail en soi parce que c'est vraiment quelque chose d'intérieur et qui vient vraiment au tréfonds.
Et c'est vraiment ok, aujourd'hui, ok, je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'avance en fait, j'évolue. Mais comment est-ce que je peux prendre encore plus de plaisir dans ma vie? À tous les niveaux, à tous les niveaux. Comment est-ce que je peux prendre encore plus de plaisir? Et comment est-ce que je peux m'émerveiller davantage? Et comment est-ce que je peux être davantage dans la gratitude de ce que je vis? Et comment en fait? Posez-vous les questions. C'est pas vous qui aurez la réponse, mais posez les questions. Comment est-ce que je peux être plus dans la joie? Comment est-ce que je peux être plus dans le plaisir? Comment est-ce que je peux être plus dans le partage, dans l'échange, dans l'inconnu aussi? Parce qu'on a vite fait de se carapater dans des espaces confortables et connus, et du coup se sentir un peu enfermé là-dedans, ce qui est tout à fait vrai. Donc connecter à l'inconnu pour sortir des schémas mentaux, c'est hyper important. Quand vous sentez que vous tournez en rond, vous tournez en rond, je sais pas moi, prenez le train, allez dans une ville où vous n'êtes jamais allé, prenez la voiture, même si c'est à un quart d'heure, et connectez à un endroit que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir que l'inconnu vu par les yeux provoque un accès à l'inconnu vu par notre conscience, entre guillemets. Donc c'est vraiment des jeux de miroir intérieur-extérieur. Puisqu'on voit le monde tel que nous sommes, on peut jouer à plusieurs niveaux. Voilà, je ne sais pas si ça va être... voilà, c'est un peu des infusions énergétiques de mots et de... voilà, que je reçois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire à ce sujet de la... Je vais faire un podcast sur la séparation avec la source, en fait. Et vraiment, la blessure originelle, c'est la séparation avec le tout. C'est l'illusion de la séparation, parce qu'évidemment, notre âme n'est jamais séparée de quoi que ce soit. Mais l'ego nous permet de vivre cette vie dans une forme d'illusion de la séparation. Donc, c'est une expérience. Donc, l'ego n'est pas mal en soi. Il nous permet vraiment de vivre cette expérience de matérialité, de sensualité, donc de plaisir des sens, à tous les niveaux, hein, que ce soit gustatif, que ce soit olfactif, visuel, même dans une forme de sexualité, que ce soit au niveau du toucher, enfin voilà, il y a vraiment cette expérience du terrestre nous permet de vivre la matérialité, donc c'est vraiment un cadeau pour qui peut le voir, on va dire. Voilà. J'espère avoir été un peu claire sur ce sujet. Et vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est la patience. Voilà, j'ai vraiment envie de dire, laissez-vous le temps. N'attendez pas que ça se fasse en un jour, mais plutôt vivez le processus en observant les choses sans attente de temps. Vraiment, ça, c'est très important. Laissez-vous ce temps, vous savez, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de vous speeder en permanence. Allez, vas-y, c'est bon quoi, enfin, c'est terminé, allez, vas-y. Non, faites dans ce qui est juste pour vous, à votre juste rythme. Prendre conscience des choses, des fois ça met un peu plus de temps et c'est ok, d'accord ? Voilà, et j'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast.